Alors, je pense que c'est quand même un diagnostic qui nécessite, à mon avis, une expertise neurologique parce que il faut vraiment examiner le patient et rechercher les signes spécifiques. Mais globalement, le diagnostic, il peut être évoqué en fait dans les situations où le patient a des symptômes et tous les examens sont normaux, ou lorsque les spécialistes disent qu'ils n'ont rien trouvé d'anormal. Ouais, c'est souvent dans cette situation-là en fait que le diagnostic va commencer à être suspecté. Alors déjà, il y a un argument, je pense, qui doit un peu alerter les médecins, c'est le mode de début. Les troubles neurologiques fonctionnels, ça débute le plus souvent de manière brutale. Donc, une fois qu'on a éliminé un AVC, c'est évidemment ce qu'on va rechercher en premier chez un patient qui a des symptômes neurologiques de début brutal. Mais une fois qu'on a éliminé un AVC à la phase aiguë, ça doit faire penser à un trouble neurologique fonctionnel. Attention, par contre, le fait d'avoir des antécédents psychiatriques ou d'avoir vécu des traumas, ça ne doit pas être un élément pour le diagnostic parce que c'est pas parce qu'on a vécu un trauma qu'on ne va pas avoir un AVC ou une autre maladie neurologique. Et puis ensuite, à l'examen clinique, il y a des éléments qui sont vraiment très spécifiques. Lors du testing, chez un patient qui a un déficit, dans le trouble neurologique fonctionnel, le testing va être tremblé. Enfin, l'effort va être tremblé, c'est-à-dire que le patient lâche par à-coups contre la résistance. Il va faire un effort qui est souvent très important pour un mouvement tout petit. Et puis, l'élément clé vraiment qui fait penser au TNF, c'est ce qu'on appelle l'inconsistance. C'est le fait que le symptôme apparaît dans certaines conditions et disparaît dans d'autres situations. Donc, typiquement, ça va être un patient qui n'arrive pas à bouger, par exemple, la jambe lorsqu'on essaye de tester la force au niveau de la jambe, mais qui marche normalement. C'est complètement inconsistant, par exemple. Ça, c'est pas compatible, en fait, avec les voies neurologiques. Voilà. Au niveau des mouvements anormaux, là aussi, il va y avoir des arguments pour le diagnostic. Un des éléments clés, c'est la distractibilité. C'est le fait que le mouvement anormal, donc par exemple le tremblement, va disparaître lorsqu'on détourne l'attention du patient vers une autre tâche. Donc par exemple, le tremblement va disparaître lorsqu'on lui demande d'ouvrir et de fermer la main. L'autre élément vraiment clé dans l'examen des mouvements anormaux fonctionnels, c'est l'effet d'entraînement. C'est le fait que le mouvement, typiquement le tremblement, va changer de fréquence quand on demande au patient de battre la mesure. Le tremblement va adopter la même fréquence que la mesure. Et ces trois signes, l'inconsistance, la distractibilité et l'effet d'entraînement, en fait, ça montre bien l'effet de l'attention du patient vers les symptômes. C'est-à-dire quand on détourne son attention, le symptôme disparaît. Il y a d'autres petites choses qui peuvent donner des indices. Les patients sont souvent gênés lorsqu'on teste la poursuite oculaire avec des clignements, avec parfois une impossibilité à suivre le doigt. Et puis au niveau sensitif, il y a aussi un élément qui est un peu caractéristique, c'est la délimitation de l'atteinte sensitive au milieu du corps, avec une perception diminuée pour tout type de sensibilité d'un côté et une différence entre la droite et la gauche qui se délimite au milieu du corps et en fait qu'on observe quasi exclusivement dans les troubles neurologiques fonctionnels. Il faut rester un peu systématique. On sait que 10% des patients qui ont un TNF ont aussi une maladie neurologique qui d'ailleurs augmente la probabilité de développer un trouble neurologique fonctionnel et qui va se manifester de la même manière que le TNF. On sait par exemple que 5 à 10% des patients qui ont une maladie de Parkinson présentent un tremblement fonctionnel dans les débuts de la même maladie de Parkinson et du même côté. On sait que 10% des patients qui ont des crises d'épilepsie développent des crises fonctionnelles dissociatives. On sait qu'une proportion importante des patients qui ont une sclérose en plaques développent des poussées fonctionnelles. Et donc, voilà, il faut garder en tête que un train peut en cacher un autre. Et de toute façon, devant un déficit moteur, on fera systématiquement une IRM cérébrale ou médulaire si c'est une paraplégie en fonction de la topographie, ou les deux. On sait que devant des crises d'allure épileptique, on fera forcément un électroencéphalogramme. Et c'est important de garder en tête qu'il faut bien rester systématique là-dessus.
Je pense qu'une fois que le médecin généraliste a fait ses premiers examens, ces examens sont normaux ou pas, quoi qu'il en soit, il est important d'adresser le patient à un neurologue. Et c'est le neurologue qui va vraiment documenter le diagnostic avec la recherche des signes cliniques positifs et éventuellement la prescription d'examens complémentaires qui permettent de confirmer le diagnostic positif. Alors non, c'est clairement pas un diagnostic d'exclusion, c'est un diagnostic qui va reposer sur un examen clinique avec des signes très, très évocateurs, très spécifiques du diagnostic, qui repose bien sûr sur la normalité des examens complémentaires, mais aussi dans certaines situations sur des examens complémentaires qui confirment le diagnostic. Par exemple, dans le cadre d'un mouvement anormal, comme un tremblement fonctionnel, l'enregistrement des mouvements anormaux par le biais en fait, d'un dispositif d'EMG va permettre de documenter la distractibilité, l'effet d'entraînement et donc confirmer le diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels. Dans le cadre des crises fonctionnelles dissociatives, la réalisation d'un EEG prolongé enregistrant une crise et montrant donc qu'il n'y a pas d'activité épileptique pendant la crise confirme le diagnostic de crise fonctionnelle dissociative. Et puis, dans les autres examens qu'on prescrit beaucoup en neurologie, il y a les potentiels évoqués sensitifs et moteurs qui vont en fait enregistrer l'ensemble des voies motrices et sensitives. Et la normalité de cet examen est aussi un argument pour le diagnostic quand le patient se présente avec un déficit sensitivo-moteur. Donc, il y a quelques examens aussi qui permettent de conforter ce diagnostic en plus de l'examen clinique. Donc, ce n'est pas un diagnostic d'exclusion et c'est important de bien aussi expliquer aux patients comment on a fait le diagnostic. Parce que si on dit au patient, vous n'avez pas de sclérose en plaques, donc c'est un TNF, le patient, il ne va pas y croire. Il va se dire, je dois avoir une autre maladie, mais ils ne savent pas encore laquelle. Et c'est très important, en fait, que le patient comprenne le diagnostic. C'est vraiment l'élément clé pour la suite de la prise en charge. N'importe quel neurologue peut poser un diagnostic de trouble neurologique fonctionnel et n'importe quel neurologue peut prendre en charge un patient souffrant de trouble neurologique fonctionnel. Donc, je pense que le médecin généraliste doit adresser le patient à un neurologue et la nécessité du centre expert n'est pas présent. Enfin, il n'y a pas besoin d'un centre expert pour tous les patients souffrant de TNF. Nous, ici, à l'hôpital Avicenne, on a une consultation spécifique. Enfin, c'est surtout, c'est moi qui ai une consultation spécifique pour les patients souffrant de TNF. Je reçois que des patients qui me sont adressés par des neurologues qui sont eux-mêmes en difficulté avec des patients chez qui ils ont posé un diagnostic de TNF. Donc, je fais une expertise pour des patients qui ont déjà été vus par un neurologue. Alors, donc oui, effectivement, l'annonce diagnostique, c'est vraiment un élément important. Une fois qu'on a bien expliqué le diagnostic, du coup, on propose une prise en charge au patient. Alors, si on le fait un peu en schématique, en gros, pour les troubles moteurs, la prise en charge, elle va reposer beaucoup sur la kinésithérapie, mais pas n'importe quelle kinésithérapie. En fait, le patient doit apprendre à refaire des mouvements normaux. Et cet apprentissage, il passe beaucoup par une manipulation de l'attention. En gros, on va détourner l'attention du patient en lui faisant faire des tâches complexes, en lui faisant se concentrer sur d'autres parties de son corps, ce qui va en fait permettre de retrouver un mouvement normal. C'est aussi une kinésithérapie qui comporte beaucoup d'éducation thérapeutique en fait, parce qu'on montre au patient pendant les séances qu'à tel moment il bouge normalement, on lui montre qu'est-ce qu'il peut faire comme petite manipulation pour faire disparaître ses symptômes. Donc, pour vous donner des exemples, j'ai des patients qui ont un tremblement fonctionnel, qui sont un peu gênés socialement. Je leur dis, quand ça commence à trembler, vous allez vous concentrer sur la main gauche, vous faites des petits mouvements avec votre main gauche que personne ne verra parce que vous le faites le long du corps. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui vont en fait permettre au patient de reprendre le contrôle. Donc c'est une kiné qui doit être créative, qui doit se faire avec un kiné qui connaît la maladie. Et c'est là où on est en difficulté parce qu'aujourd'hui, les kinés ne connaissent pas cette maladie. Donc on commence à donner des cours. On a quelques kinés en France qui sont dans le réseau TNF France, mais c'est très largement insuffisant.
Donc ça, c'est pour les troubles moteurs. Pour les crises fonctionnelles dissociatives, la prise en charge, elle repose plus sur une approche de type thérapie cognitivo-comportementale, où en fait, l'idée, ça va être d'apprendre aux patients à percevoir les premiers signes qui précèdent les crises, à trouver des techniques pour raccourcir la durée de la crise ou empêcher cette crise, et en fait, à nouveau, à reprendre le contrôle sur eux-mêmes. Donc, il y a des approches, il y a des techniques, des méthodes de thérapie cognitivo-comportementale qui ont été validées, publiées et traduites en français, notamment une méthode qui est la méthode Lafrance, qui a été traduite par le docteur Ingray, qui est psychiatre à Nancy, qui est une méthode avec un livre pour le patient et un livre pour le thérapeute. C'est des approches assez courtes, 10 à 12 séances maximum. Et c'est ces techniques-là qui ont montré le plus de bénéfices dans les crises fonctionnelles dissociatives. Et puis, il y a un aspect qui est important et souvent négligé, c'est qu'il est important qu'à un moment donné, le neurologue et si besoin, un psychiatre ou un psychologue essaye d'identifier tous les facteurs qui prédisposent, mais aussi les facteurs qui ont précipité et qui peuvent perpétuer les symptômes pour les prendre en charge. Donc ça, c'est les grandes approches. Après, il y a d'autres approches qui ne sont pas encore complètement validées. L'hypnose, on sait que ça peut apporter un bénéfice, mais c'est très peu étudié de manière scientifique. Donc, on n'a pas de données scientifiques, mais on sait quand même que ça peut être utile et aidant. On sait aussi qu'une prise en charge multidisciplinaire avec kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, dans un centre de rééducation qui va prendre en charge le patient dans sa globalité, ça peut vraiment être un plus. Mais là encore, on peine beaucoup à trouver des centres qui acceptent de prendre en charge nos patients, faute de formation, faute de connaissance en fait du trouble. Il y a deux petits éléments dans la prise en charge qui sont importants. Au niveau de l'explication diagnostique, c'est vraiment important que cette explication elle soit personnalisée en fonction du contexte du patient et qu'on lui donne des pistes sur les mécanismes qui expliquent les troubles neurologiques fonctionnels en fonction de son historique, de son vécu, etc. Donc ça c'est vraiment un point important qui, pour le coup, peut reposer plus sur le spécialiste, neurologue, avec ou sans expertise dans les troubles neurologiques fonctionnels. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est que souvent, ces patients, une fois qu'on a diagnostiqué le TNF, on a considéré qu'il n'y avait vraiment rien de grave et on les lâche dans la nature. Pourtant, c'est des patients qui ont des symptômes liés à une maladie chronique. Et donc, c'est important qu'il y ait un suivi à la fois par le médecin traitant, mais aussi par le spécialiste, même si c'est un suivi annuel, même si c'est espacé, mais qu'il y ait un suivi, qu'on ne les lâche pas et qu'on puisse réfléchir avec eux à chaque fois à quels éléments, quels outils thérapeutiques on peut leur proposer pour essayer de les sortir de cette situation. C'est vraiment un élément clé dans la prise en charge. Alors, le pronostic aujourd'hui, il est pas très très bon. Il y a plusieurs études qui ont suivi des cohortes de patients qui montrent que, en gros, à 1 an, il y a la moitié des patients qui ont toujours des symptômes, mais surtout à 14 ans, il n'y en a que 20% qui sont guéris. Donc voilà, clairement, on peut faire mieux. Et il y a plusieurs pistes pour ça. En fait, les éléments pronostiques qui ressortent à chaque fois dans ces études, c'est que le pronostic est meilleur si le patient est pris en charge rapidement et s'il est satisfait de cette prise en charge, c'est-à-dire si on lui a bien expliqué le diagnostic, s'il l'a bien compris et qu'on lui a proposé derrière une prise en charge et un suivi. Donc aujourd'hui, on sait que le délai diagnostique, il est à peu près de 5 ans pour les troubles moteurs et de 7 ans pour les crises fonctionnelles dissociatives, ce qui fait que les patients en fait errent pendant des années avant d'arriver à un diagnostic. Et je pense que là, on peut vraiment faire mieux avec une meilleure formation, en identifiant plus vite ces patients et en les orientant rapidement vers des spécialistes et si besoin vers des réseaux spécialisés.